Bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Comme vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve en vidéo, mais vous ne voyez pas 2 têtes, mais 3 têtes. Qui est donc cette troisième personne? On va vous la présenter et on va attaquer l'épisode tout de suite. Très bonne écoute. Vous connaissez Ndaya, mais comme on est des gens polis, on va vous présenter Diaray, qui nous accompagne aujourd'hui. Comme vous le savez, on aime bien parler de plein de sujets différents. Et pour le sujet du jour, on avait besoin d'une experte. D'un point de vue vraiment... Voilà. Bien pointu. Pointu, ouais. Pointinini, comme les chaussures croco des tontons congolais. C'est ça. Et donc, on vous présente Diaray. Go Diaray! Merci d'être là! Et on est trop contente depuis le temps qu'on voulait faire cet épisode. Ouais, je suis contente d'être là. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce sujet très pointu. L'utilité publique, c'est trop important. Voilà. Donc, qui es-tu, Diaray? Quand on a des invités, à chaque fois, on aime bien dire, nous, nos invités, elles ont toujours des jolies voix. Et ben, la tradition ne change pas. Diaray, elle a une belle voix. Vraiment, savourée. C'est ça. Ah ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Diaray, qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait un moment qu'on n'arrête pas de discuter de podcasts, etc. À chaque fois qu'on se voit, on parle de travail parce que on est trop passionnés. Mais je pense que Diaray, c'est un niveau encore au-dessus. Et on s'est rencontrés à Londres. Donc toi aussi, tu fais partie de la communauté des expats ici. Et Diaray, ben, elle travaille sur un sujet qui nous passionne beaucoup en ce moment avec Néné. On en a beaucoup parlé dans les derniers épisodes et on s'est dit, ok, c'est bon, ça suffit, on arrête de traîner. Maintenant, on fait venir Diaray. Donc Diaray a créé son entreprise qui s'appelle Autisme Solutions et c'était essentiel en fait pour vraiment conclure sur le sujet, mais je pense pas qu'on conclura un jour, de te faire venir pour que tu puisses nous raconter ton parcours qui mélange personnel et professionnel. Et franchement, c'est, à mon humble avis, c'est un parcours très, très, très inspirant. Qui touche n'importe quelle personne, que vous soyez parent ou pas, que vous soyez sur le spectre ou pas. C'est vraiment une histoire qui vaut le coup d'être écoutée. Donc voilà. Voilà pour les présentations. On t'a vraiment mis zéro pression. Vraiment, Voilà, bienvenue chez nous. Voilà, bienvenue chez nous. Mets-toi à l'aise. Ouais, non, mais je suis à l'aise. Mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, c'est toujours un plaisir et un honneur de parler de l'autisme. Parce que c'est un sujet comme tu l'as dit, tu as bien présenté, qui me touche personnellement et ensuite professionnellement. Donc, je suis Diaray, installée donc en Angleterre depuis 16 ans maintenant. Ouais, 16 ans, maman de 3 enfants, dont 2 enfants neuroatypiques. Ma fille qui a un TSA et qui va avoir 11 ans, donc la semaine prochaine, et mon fils qui a un TDAH qui a 9 ans. Je dors avec la neuroatypie, je me lève avec la neuroatypie, je mange avec la neuroatypie. Là, aujourd'hui, je travaille aussi avec la neuroatypie, donc du coup, je suis à fond dedans. Voilà. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, on dit pas le mot. Et on va parler de l'autisme, en fait. Oui. L'autisme. Voilà. Non, voilà. Et c'est un sujet. Alors, déjà, ça tombe très bien parce que là, on est dans le mois de la sensibilisation à l'autisme. Donc, ça tombe très bien, du coup, d'aujourd'hui sensibiliser votre communauté. Et aussi sensibiliser, quand je dis votre communauté, c'est aussi la communauté des gens comme nous. Puisque dans notre communauté, on n'en parle pas beaucoup, puisque c'est un sujet considéré encore tabou. Encore très tabou, en effet. Ouais, vraiment très, très, très tabou. Donc voilà pourquoi c'est un honneur pour moi de parler de ce sujet-là. C'est comme si on n'avait pas fait exprès de choisir ce sujet-là, dans ce mois-là, avec cette personne-là. Vraiment, aucun travail, pur hasard. Parce que on a commencé le mois trop fort. On s'est dit, il faut qu'on parle d'une de nos séries préférées. Et je pense que je t'en ai parlé en plus, Diaray, la série Love on the Spectrum. C'est un dating show en fait pour des personnes qui sont TSA. Et magnifique. Donc la dernière saison en fait est sortie au début du mois d'avril. Et on s'est dit parfait. On commence les hostilités. On a fait tout un épisode bonus, je pense, sur la dernière saison. Et franchement,
On te le recommande trop, trop, trop. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu ou pas? Alors, moi, tu connais mon amour pour la télé, hein. Je ne regarde pas la télé, mais j'ai vu quelques petits shots, en fait, des épisodes. Ouais, j'ai vu des extraits. Et en fait, à chaque fois, j'étais là. Exactement. Des étoiles dans les yeux. Et en fait, voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui aussi, la sensibilité de ces personnes-là, tu vois. Ils sont wow, ils sont purs, ils sont remplis d'amour. Et ça, c'est un truc vraiment pur. Ouais, j'ai envie que tout le monde le sache. Au-delà de la difficulté d'être autiste ou d'être maman d'un enfant autiste ou d'une personne autiste, hein, c'est la pureté, tu vois, de cette condition. Donc voilà, moi j'ai en fait une vision neuroaffirmative, d'accord. Donc en fait, c'est pas très français. Moi, vu que j'ai appris en fait ce sujet-là, le sujet de l'autisme en Angleterre, aux États-Unis. Donc on les connaît, hein. Les Anglo-Saxons sont très yeah, right, yeah, toujours dans la positivité. Donc moi en fait, je travaille avec cette positivité. En plus, c'est partie de ma personnalité déjà à la base. Mais quand je parle de l'autisme, c'est pas, je parle pas de l'autisme négativement, c'est pas que de me plaindre, c'est pas malheur. Non, ça c'est pas du tout comme ça que moi je parle de l'autisme en fait. C'est pas du tout comme ça que je tacle en fait l'autisme, vraiment. Donc c'est important cet aspect en fait de neuro affirmation parce que en fait la définition que je donne de l'autisme, parce que c'est important qu'on donne des définitions quand même de l'autisme, je pense que vous en avez parlé, mais c'est quoi l'autisme en fait? C'est une façon différente de voir les choses, d'accord? C'est un fonctionnement neurologique qui est différent. Et en fait, quand je parle de neuroaffirmation, c'est pour dire aussi qu'en fait, après neuroaffirmation et religieux, parce que je suis très religieuse, Dieu nous a mis à disposition différents types de cerveaux, dont les cerveaux autistes. En fait. Donc, c'est juste une autre manière de voir le monde, une autre manière de voir les choses, une autre manière de sentir, une autre manière d'interpréter, une autre manière de voir. Et en fait, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours des personnes qui ont, moi je dirais, la chance de côtoyer des personnes autistes. Ce sont des personnes qui sont très vraies et qui sont très, comme tu l'as dit, très pures. Moi, j'ai grandi avec le fils d'un ami de mes parents qui était autiste non-verbal. Et donc, j'avais la chance d'être une personne en qui il avait confiance. Donc, du coup, tu sais, on parle souvent, tu vois, des écoles Montessori, de ce qu'on peut forcer à faire un enfant ou pas ou quoi qu'est-ce. Moi, je suis convaincue que quand un enfant veut pas aller vers une personne, c'est qu'il sent quelque chose. Et pour moi, c'est la même chose, tu vois, quand une personne autiste, elle sent peut-être pas quelque chose chez toi, peut-être qu'elle n'apprécie pas certaines choses, peut-être que c'est la couleur de tes cheveux, peut-être c'est la façon dont tu souris ou quoi au caisse, mais tout le monde n'est pas fait pour s'entendre merveilleusement bien. Il y a des gens avec qui on a plus ou moins des affinités. Et lui, j'avais la chance d'être une personne en qui il avait confiance, donc il remarquait des choses, il avait une mémoire, c'était incroyable. Je me souviens notamment d'une fois où on avait fait des travaux à la maison, et il est arrivé à la maison et tout de suite il a remarqué qu'il y avait eu des travaux, donc il avait eu besoin de son temps d'adaptation, mais il nous a pointé pendant au moins une demi-heure tout ce qui avait changé dans la maison. Et donc à chaque fois on a dû, tu vois, le prendre par la main, lui dire, tu sais, il y a eu des changements, avant le salon était comme ça, mais regarde, tu vois, on a enlevé ci, on a enlevé ça, et tu vois qu'il comprenait, il l'exprimait à sa façon. Et c'est vrai que moi je considère ça comme une chance de côtoyer des personnes différentes, parce que du coup on a souvent tendance à dire « Ah ouais, mais lui, il est autiste, parce qu'il est un peu différent de ce qu'on connaît d'un point de vue négatif, surtout en France. Oh, mais lui, il est moche. Oh, mais lui, il est machin. Oh, mais lui, c'est un fou. » Ben non, en fait, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ce qu'on voit notamment dans Love on the Spectrum, c'est un homme de 60 ans qui a découvert qu'il était autiste à 60 ans passés, parce que en fait, ça n'existait pas. Et après, j'ai aussi le fils d'un ami de mes frères, parce que moi j'ai été sensibilisée à ça très jeune, quand je l'ai rencontré, il était tout petit, je me suis dit, il y a un truc. Mais ça peut se voir très tôt, et la chance, c'est que plus tu prends ça en charge tôt, mieux c'est dans l'accompagnement. Et j'en ai parlé au mari de ma marraine qui est médecin, pédiatre notamment, il a dit, ah oui, ben, j'en ai déjà rencontré, il y a ça.
et tu sais jamais comment aborder la question avec les parents, parce qu'en plus on était tous très très jeunes. Moi je voulais pas non plus me positionner je suis une experte du haut de mes 18 ans, j'ai remarqué que ton enfant machin chose, donc tu l'abordes d'une façon, et c'est un enfant qui a été pris en charge très tôt, vers 2 ans je pense, 2-3 ans, ce qui est formidable. Je pense qu'aujourd'hui il est assez autonome, enfin il a atteint un niveau d'autonomie qu'il n'aurait peut-être pas atteint s'il n'avait pas été pris en charge plus tôt. Mais il faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Il y a des choses qui sont négatives. Le cancer, c'est négatif. Le VIH, c'est négatif. L'autisme en tant que tel, moi je le vois pas négativement parce que j'ai eu la chance de côtoyer des personnes et qui le vivent positivement, et dans notre communauté qui ont été accompagnées positivement par les parents. Parce que moi je me souviens de l'ami de mon père, son fils, mais comme la chanson, mon fils ma bataille. Dès que son fils, il y avait des gens qui l'aimaient pas, il disait je vais pas le forcer à aller là-bas. Il n'y a pas de non, mais de toute façon tu vas manger comme nous, parce que je sais que ce sont des personnes qui sont très sensibles au bruit, aux textures, aux couleurs, etc. Donc s'il y avait des choses en fait enfin ça m'a marqué en grandissant, et je disais justement à Ndaya que j'ai découvert un compte sur Instagram d'une dame qui en fait raconte l'histoire de son fils Kevin qui est autiste, mais qui est autiste, qui est verbal et qui est assez autonome dans la vie, mais il y a des choses qu'il fait différemment. Et quand je suis tombée sur son compte en pleine insomnie, en fait j'avais envie de pleurer parce que ça débordait d'amour. Et pareil, famille nigériane, c'est son premier enfant. Elle montrait des moments où toute sa famille disait qu'il fallait qu'elle prie pour son fils, qu'elle le fasse délivrer, que machin, etc., mais qu'elle n'a pas cédé, qu'elle a eu d'autres enfants derrière. Tu vois comment c'est un grand frère, mais attentionné. Il a une petite sœur, un petit frère, et il est tout le temps là, il dit « Oui, mais mon petit frère Kaiden, il fait que bouffer mon argent. » Quand il va faire des courses et que c'est 16,02, il dit à sa mère « J'ai payé 16,02 pour remettre mon argent. » Son père, il travaille avec son père, il dit hey, papa, jour de paye, il est 10h, pourquoi j'ai pas mon argent? Et il dit ma sœur, elle est toujours comme ça. Mais tu vois aussi, ils partent en vacances en famille, ils font des fêtes, des voyages incroyables. Elle a dit mon fils est autiste, on m'a toujours dit qu'il voyageait pas. À 20 ans, il a déjà visité je sais plus combien de pays. Mais tu vois à quel point la communauté autour, ils se sont tous dit, en tout cas ceux qui sont présents dans sa vie se sont tous dit, il va pas vivre une vie moindre parce qu'on nous a dit qu'il était comme ça. Au contraire, il va faire tout au centre des choses grandioses et on va l'accompagner à être le plus grandiose possible. Et moi, vraiment, ça, c'est ma faiblesse. Je regardais les vidéos, 3h du matin, j'étais là. Et voilà, maintenant on pleure sur le téléphone. Et en plus, après, elle me les envoie. Elle me dit, j'ai pleuré, donc toi aussi, tu dois voir et pleurer maintenant. Non, mais c'est une famille qui est exceptionnelle. J'ai rencontré la maman il y a quelques mois. Ouais, j'ai rencontré. Elle est top, Tola. Elle est top. Et tout ce qu'elle fait pour son fils, c'est juste incroyable. Voilà, c'est une maman. C'est une maman plus. Une battante. Et ouais, à fond. Et j'ai vu aussi que, voilà, son papa aussi, donc, qui est le grand-père de Kevin, lui aussi, tu vois, il est là, il est présent. Le papa des gens de cette génération, quoi. En fait, tu sais pourquoi? Je vais te dire, c'est quoi qui fait la différence? C'est quand le parent, en fait, accepte son enfant et qu'il a la posture qu'il faut. Personne peut venir et lui dire n'importe quoi. Personne peut venir lui donner mal à la tête ou lui dire oui, fais ci, fais ça, fais ça. Et en fait, moi, je sais que c'est ça qui a joué personnellement pour moi. Ça qui a fait la différence, c'était parce que tout de suite, moi, j'avais fait des recherches en fait avant le diagnostic, bien sûr. Et en fait, tout de suite, j'ai pris les devants. Tout de suite, j'ai mis des choses en place. Tout de suite, je n'ai pas eu peur, en fait, de parler d'autisme parce que ça se voyait que c'était ça. Et en fait... D'ailleurs, est-ce que tu veux bien justement nous raconter comment ça s'est passé dès le début, quels ont été les premiers signes avec ton enfant, comment ça s'est déroulé? Ouais, alors en fait, donc Jalira, donc quand elle est née, elle est née le même jour que moi, donc ça, c'est mon cadeau. Et en fait, jusqu'à 12 mois, ça allait. Jusqu'à 12 mois, ça allait. C'était un enfant. Bon, on disait d'elle, les Anglais, ils arrêtaient pas de dire she's very serious parce qu'elle avait vraiment une serious face. Elle était très sérieuse, tu vois. Donc ça, c'était un peu étrange pour certains. Alors, je me rappelle qu'elle regardait beaucoup les arbres.
Elle regardait beaucoup mes cheveux. Je sais pas pourquoi. Elle était à fond dans mes cheveux. Donc, elle était assez calme. Et en fait, j'ai eu donc mon fils 1 an après. Bébé surprise. 1 an après. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à voir la différence. Parce qu'elle a 5 ans d'écart avec ma plus grande. Donc, en fait, à partir du moment où on oublie, quand on a un deuxième, un troisième, on oublie ce qui s'est passé avant. Mais effectivement, après avoir eu mon fils, donc elle venait d'avoir 18 ans. Et c'est là que j'ai commencé à voir les différences. Parce que je voyais mon fils, comment il évoluait. Et je me souvenais d'elle qui évoluait. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est différent. Et puis, plus le temps passe, je voyais qu'elle ne parlait pas, en fait. Elle était vraiment dans son monde, en fait. Donc, la face sérieuse qu'elle avait, elle l'a gardée, en fait, sur le temps. Elle était à fond dans la télé. Mais c'était... Elle parlait pas, c'est pas un son, rien du tout. Elle parlait pas. Elle ne parlait pas. Même quand tu l'as vue la première fois, rien. Elle ne parlait pas. Il y avait des petits sons, mais pas de mots, en fait. Pas maman, tout ça, papa, rien. Et donc, c'est vrai qu'à vers 20 mois, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Parce qu'elle répondait pas à son prénom. Donc, les premiers signes, c'est quoi? C'est tu réponds pas à ton prénom. Il y a pas d'interaction avec les autres. Il y a pas de communication. Donc, c'est les premiers signes, en fait, qui peuvent nous dire qu'il y a quelque chose. Elle est vraiment à fond dans la télé. Donc, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Quand je dis qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter, c'était vraiment la télé à fond. Et puis, à cette époque-là, moi, je regardais la télé. Et puis, on se dit, oh, mais un dessin animé, programme pour enfants, c'est cool. Donc, voilà, on mettait. Mais ça, c'est un truc qui m'a quand même troublée. Et voilà, après, vers 24 mois, elle a eu, bon, tu sais, toi, Ndaya, les enfants, ils ont la visite des 12 mois. Avec tu vois je sais plus comment on appelle ça, la child je sais plus quoi, comment dire, un contrôle à 12 mois, après un autre contrôle à 24 mois au niveau du développement. Et c'est là à 24 mois qu'on s'est dit non, là il y a vraiment un truc. Et après, à partir de là, on a enchaîné. Dès qu'on a un soupçon, il faut tout de suite faire un test ORL, un test de l'audition. Parce que un enfant qui n'entend pas va reproduire les mêmes caractéristiques qu'un enfant qui a de l'autisme. Ah, d'accord. Donc, en fait, d'abord, il faut faire un test au niveau de l'audition. Et ensuite, par rapport à ce test-là, par rapport au résultat, on enchaîne sur les autres. Et on a vu qu'il n'y avait pas de problème d'audition, en fait. Et là, avec ça, il n'y a pas de problème d'audition. Et avec tous les tous les signes qu'on voyait, là, on allait plus vers l'autisme. Mais les Anglais, tu sais, ils sont très prudents. Ils disent pas les mots. Voilà, ils sont très prudents, ils disent rien. Ils ont peur de froisser les parents ou c'est... Oui, parce que c'est quand même c'est un sujet tellement sensible. Oui. Quelque part c'est bien. Oui, quelque part c'est bien, mais des fois, tu vois, ça, le parent reste dans le déni à cause de ça, en fait. Mais le truc, c'est que moi, j'avais fait pas mal de recherches dessus, donc c'est moi qui ai placé le mot en premier devant la professionnelle. Voilà, j'ai parlé de ça. Et on me disait pas oui, on me disait pas non. On faisait des batteries de tests, et surtout, elle allait à la crèche parce que j'avais besoin de respirer un petit peu. Donc, elle allait 1 fois par semaine à la crèche, et à la crèche, ils ont été spot on. Ils ont vu qu'il y avait une différence au niveau du développement. En fait, c'est le développement typique de l'enfant. Elle n'avait pas atteint, en fait, son niveau de développement typique d'un enfant de 24 mois, quoi. Et donc, ce qui est bien, c'est que eux, ils ont fait pas mal de rapports, donc rapports écrits, tu vois, avec des chartes à remplir et tout. Et ça nous a servi parce qu'on a pris ces rapports-là, on a pris les bilans qu'on a fait avec l'orthophoniste, avec la pédopsychiatre, avec le médecin généraliste, pour du coup compiler tout ça et après conclure à un diagnostic, donc qui s'est fait à 3 ans et demi. Elle a été diagnostiquée. Ouais, donc pendant tout le temps de parcours, de démarches différentes, etc. pour un diagnostic. Ah ouais, et encore ça, il y en a que franchement, pour certains c'est pire. Pour certains et moi le truc c'est que j'ai pas lâché l'affaire, c'est-à-dire que je les appelais tout le temps. Et quand je vous dis, c'est presque tous les jours.
Je les appelais c'est le côté français, je pense. Ah ouais, non, ouais, j'ai pas lâché. Tout le temps, j'appelais. Et puis surtout, vu que je faisais des recherches, je mettais plein de choses en place à la maison. Donc après, il y a ça aussi qui aide. On voit que la maman, elle est à fond. On voit qu'elle connaît le sujet. On voit que, voilà, elle sait de quoi elle parle. Donc, on va pas l'embêter. On va pas l'embêter trop longtemps. Donc, Exactement. Ouais. Et à côté de ça, j'ai fait aussi les dossiers MDPH, ici qu'on appelle EHCP, EHCP. C'est dossier MDPH, en fait. Donc, ça, voilà. Les gens qui savent. C'est horrible. C'est horrible. Ça prend tellement de temps. Ça sert à quoi? Alors, c'est le dossier qui va justement permettre à l'enfant d'avoir les aménagements adéquats dans l'environnement qu'elle va fréquenter, que ce soit l'école ou la crèche ou enfin n'importe quel environnement. Voilà, c'est de pouvoir déjà reconnaître ses droits, reconnaître sa condition, reconnaître ses droits et mettre des choses en place avec des professionnels et des méthodes. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est très laborieux en fait à remplir et puis c'est très difficile psychologiquement pour un parent parce qu'en fait on doit faire la liste de tout ce qui ne va pas. Et ça c'est dur, hein, je vous le dis. J'ai passé des soirées à remplir, mais voilà, tu pleures en fait, tu pleures parce qu'en fait tu dois remplir genre une journée type. Mais en fait quand tu vois que la journée type tu galères toute la journée et que tu dois écrire, c'est dur. Mais tu as besoin. Ça te fait réaliser en même temps, en plus. Mais carrément. Ça te fait réaliser, en fait, l'ampleur de l'aide dont tu dois avoir besoin. L'ampleur de, en fait, tu savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais là, quand c'est sur le papier, c'est clair. Ouais. Quand c'est sur le papier, c'est clair. Tu peux pas le nier. C'est là. Et puis, en plus, toi-même, tu souffres, en fait, en toi. Toi-même, tu galères toute la journée, en fait, tu vois. Et tu réalises qu'en fait, c'est pas normal de galérer comme ça. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais en fait, je suis sa mère. C'est normal, je fais les trucs, mais en vrai, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, le parcours, il est très difficile quand même avant d'avoir un diagnostic. Sachant qu'en Angleterre, on va dire, c'est... D'accord. De ce que je vois, oui. De ce que je vois, oui, parce que j'ai deux questions. La question de savoir, est-ce que les établissements spécialisés sont facilement accessibles en Angleterre? Parce que moi, à l'époque, le fils de l'ami de mes frères, il avait dû aller en Belgique pour être pris en charge pour que ce soit plus rapide. Et la deuxième question, dans tout ça, avec les autres enfants, à quel moment tu te dis, je vais lancer Autisme Solutions? Parce que si déjà, il y a cette charge que tu as en tant que mère, juste d'avoir plusieurs enfants, ensuite avoir un enfant avec des besoins spécifiques, et l'accompagnement, le temps que ça prend, les adaptations, etc. Et comme on l'a dit, ce sont des personnes qui sont très sensibles à leur environnement. Dans tout ça, à quel moment tu te dis, écoute, je vais essayer de créer un truc parce que je vois qu'il y a des failles, ou alors je veux apporter ma pierre à l'édifice, ou voilà. Alors, première question, donc au niveau des établissements, donc faut savoir qu'il n'y en a pas assez déjà des établissements. Alors, que ce soit en France ou en Angleterre. En Angleterre, il y en a plus quand même, hein, bien sûr, parce que l'autisme n'est pas inconnu en Angleterre, bien au contraire. On va dire tout le monde connaît l'autisme, tout le monde sait à peu près ce que c'est par rapport à la France, et la France a un très grand retard sur ce sujet-là. Et donc en fait, en France, il n'y a pas assez d'établissements, mais du tout. Donc il y a plein de parents qui partent en Belgique, comme tu as dit, ou dans les pays anglo-saxons, parce qu'il n'y a pas de structure adéquate pour les enfants. Il y a des listes d'attente, mais incroyables. Là, aujourd'hui, de toute façon, on parle beaucoup d'inclusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants n'ont pas leur place à l'école. Je ne dis pas, c'est pas une affirmation, les enfants n'ont pas leur place, c'est que les enfants n'arrivent pas à avoir cette place qu'ils sont censés avoir à l'école. Wow. Donc, il n'y a pas d'inclusion, en fait, en France, malheureusement. Et du coup, c'est un peu, ça relève du privilège, en fait, d'être suivi de manière adéquate. Ben ouais, c'est, oh, t'as de la chance. Ça devient comme ça. Ah, t'as de la chance, t'as de la chance, tu vois. Et c'est si jamais tu te bats ou si tu vas vas dans des établissements privés. Bah oui, là, tu auras ce que tu veux. Mais dans le public, c'est très difficile et 60%, si je me trompe pas, des enfants autistes ne fréquentent pas l'école comme un enfant typique. Donc c'est 1 heure par semaine. Non mais des trucs n'importe quoi, 2 heures par semaine, 1 heure par jour. Non mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Et c'est ça en fait le problème qu'il y a aujourd'hui en France.
les professeurs ne sont pas formés, les enseignants ne sont pas formés, les AESH qui sont censés s'occuper justement des enfants à besoins spéciaux ne sont pas formés. Donc du coup, avec ça, on n'arrive pas à les accueillir. Donc c'est ça, le plus gros problème, c'est ça. Effectivement, comme tu as dit, Néné, les parents sont obligés de s'expatrier dans un autre pays. Et ça fait mal au cœur. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où toi, tu as le diagnostic de ta fille, ça fait presque 10 ans, j'imagine, maintenant. Ouais, ça fait 8 ans. Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, moi, j'ai fait le dossier MDPH pour qu'elle ait ses droits et pour qu'elle intègre aussi une école spécialisée. Donc, en fait, ouais, moi, c'est ce que je voulais. Alors, moi, je voulais pas faire la forceuse. Non, je vais la mettre dans une école typique. Non, je vais pas faire la forceuse parce qu'elle a des besoins spécifiques. Donc, je voulais la mettre dans un endroit qui respecte ses droits spécifiques, en fait. Donc, elle a intégré, en fait, on appelle ça les classes Ulysse en France. Donc, c'est une école ordinaire avec une unité spécialisée pour les enfants à besoin. Donc, c'est ce qu'elle a intégré de la maternelle jusque-là, en fait. Là, elle est en CM2. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, Dieu merci, elle a intégré cette école-là et j'avais plus rien à faire. C'est excellent. Ouais, j'avais plus rien à faire. Mais je me suis battue pour qu'elle intègre. Et en fait, c'est ça. Bataille. Le mot, c'est bataille, c'est stress, bataille, ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Et il faut le savoir. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, alors du coup, pour répondre à la deuxième question, comment du coup j'ai créé Autisme Solutions. Alors c'est à travers mon parcours, parce que moi, le truc c'est que j'avais une société de recrutement quand Jalera était toute petite, et à un moment donné, je me suis dit là, il va falloir que je me concentre à 100% sur elle. Je peux pas avoir ma société et puis en même temps être maman d'un enfant, c'est pas possible. Donc je l'ai fermée et je me suis formée. Je me suis formée, mais pas possible. Et en fait, en me formant, j'ai vraiment appris j'ai kiffé l'autisme en fait. C'est bizarre de dire ça, j'ai kiffé. Mais en fait, le sujet, il était tellement, en fait, c'était tellement incroyable. Il y avait tellement de choses à faire, il y avait tellement de choses à dire. Ouais, non, mais c'est juste incroyable parce que, encore une fois, on a cette vision tellement négative qui fait que quand je dis que j'ai kiffé, les gens ils disent elle est chelou, elle. Kiffer, il y a quoi à kiffer? Mais en fait, justement, c'est parce que, tu vois, le truc c'est que j'étais en fait dans ma démarche aussi spirituelle qui fait que je voulais accueillir tout ce que Dieu m'avait donné, en fait. Et en accueillant tout ça, j'ai mis mes lunettes, comme je dis, mes lunettes de la miséricorde pour vraiment voir le positif dedans. Et je voyais aussi ma fille, bien sûr, je voyais ma fille, comment elle était, comment elle évoluait, puis tout ce qu'elle nous apportait, tout ce qu'elle m'apportait aussi à moi, tu vois, tout ce que j'ai pu développer grâce à elle, grâce au fait que je me suis occupée d'elle. Et en fait, j'ai pris plaisir, donc je me suis formée, et après formée professionnellement, parce que j'avais tellement de connaissances que des fois, j'ai réussi en fait à intégrer des formations pour professionnels, alors que je n'étais même pas professionnelle. Hein. Mais ils ont dit, la meuf, elle sait tout ça. J'étais choquée. Beaucoup lui quand même. C'est excellent. Tu vois. Et puis moi, je lâche pas l'affaire. Voilà, ça c'est mon tempérament. Je lâche pas. Je lâche pas. Et voilà, en étant en Angleterre, j'ai eu la chance d'avoir des formations comme assez poussées, puisque encore une fois, les anglo-saxons et l'autisme, voilà, ça ne fait pas deux. Donc avec tout ça et après avec les retours qu'il y avait de la France, moi je ne savais pas en fait que ça se passait comme ça en France parce que je ne connaissais pas l'autisme à travers la vision française. Je ne connaissais pas. Mais quand j'ai commencé à avoir les retours, je me suis dit what? Quoi, la France c'est comme ça? Mais c'est pas possible. Après je me suis dit bon en fait, je crois que je pense que je vais dans ma tête c'était aider les parents en France, donner des petits conseils par-ci par-là. Mais après tu sais, dans la mentalité française, tu peux pas juste venir, je vais aider les parents. Non, ils veulent un titre. Ouais, mais t'es qui? Ouais, mais tu fais quoi? Ouais, mais comment? Tu vois? Et donc, du coup, j'ai fait un diplôme de coach de vie, d'abord. Ensuite, j'ai fait un autre diplôme au Canada, là, de coach parental spécialisé TSA. Là, avec ça, tu peux pas me dire t'es qui. A priori, tu sais de quoi tu parles. Ouais. Parce qu'il y a un titre, il y a verbe, sujet, complément. Tout. Voilà.
C'est tout ce qu'il faut, dans le bon ordre, la bonne ponctuation, la bonne orthographe. Donc, non, normalement, là, tu passes. Ouais, vraiment. Et du coup, et là, j'ai monté en fait le projet parce que c'est un truc qui n'existe pas en France en fait. Hein. C'est vraiment un service qui n'existe pas, qui n'a pas été pensé comme moi je l'ai pensé, parce que j'avais la vision anglo-saxonne de ce type de service-là. Et après, mélanger bien sûr avec mon vécu, bah, ça fait un service innovant et voilà qui n'existe pas comme j'ai dit. Du coup, c'est comme ça que j'ai approché le marché français parce que je me suis dit, mais en fait, en Angleterre, on n'a pas besoin de moi. Dans le sens où il y a déjà énormément de ressources, énormément de soutien. Je me suis dit, allez, je vais me focaliser sur le marché francophone. Et ben, je ne regrette absolument pas du tout parce que là, du coup, j'ai des clientes vraiment partout, que ce soit en France, en Belgique, tous les pays francophones, Afrique du Nord, Canada, l'Afrique de l'Ouest, vraiment Martinique, Guadeloupe, tu vois, vraiment de partout parce qu'il y a un vrai besoin. L'autisme n'a pas de couleur, l'autisme n'a pas de religion, l'autisme n'a pas de genre. Ça touche tout le monde entier. C'est ça, et c'est ça que je trouve bien, où maintenant quand on parle vraiment du trouble du spectre de l'autisme, parce qu'avant c'était juste autiste de la même façon que tu as une grippe, ou de la même façon que tu as une gastro, tu dois cocher des cases. Et même dans la grippe et la gastro, parfois tu coches pas toutes les cases, mais ça reste quand même une grippe. Là, c'était très stéréotypé, et le fait qu'on insiste sur l'appellation trouble du spectre de l'autisme, parce que, comme je disais, on peut côtoyer des personnes autistes non-verbales, des personnes autistes verbales, et ce sont des gens qui ont quand même des tempéraments différents. Il y a des personnes qui sont très douces, il y a des gens qui vont se taper la tête, il y a des gens qui vont se taper le corps, il y a des gens qui vont avoir toujours besoin d'avoir ce côté un petit peu où ils touchent, où ils se rassurent en touchant, ou alors touchant une partie d'une personne, une oreille, et toi tu peux trouver ça étrange, mais c'est le geste qui eux les rassure, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça remet un peu en perspective que ce sont des êtres humains, et comme tout être humain, il y a des choses qu'ils aiment et qu'ils aiment pas, et qu'on doit aussi l'intégrer. Oui, absolument. D'ailleurs, je te félicite pour tes connaissances au niveau de l'autisme. J'adore. J'adore. Non, vraiment. J'ai pas mis ma blouse blanche aujourd'hui, j'aurais dû la sortir. Non, vraiment. Mais, bon, je me suis dit, il y a une experte. Moi, mon niveau, c'est vraiment non, c'est bon, la base, je pense. Validé, Néné, prends. Non, je valide. Franchement, j'adore. Je valide parce qu'en plus, il y a aussi le vécu. Tu vois, il y a le vécu. Et moi, j'ai bien aimé quand tu as raconté l'histoire tout à l'heure parce que, voilà, tu l'as senti, tu vois. Et c'est quelque chose qui se sent, en fait. Avant de le voir, c'est quelque chose qui se perçoit, tu vois. Et en parlant de ça, 90% des personnes autistes ont des sensibilités sensorielles. Donc, en fait, l'autisme, c'est très, très, très sensoriel. Tu vois. Donc, effectivement, voilà pourquoi, quand tu rencontres une personne autiste, tu rencontres une personne autiste. Chacun est différent avec son bagage. En fait, vraiment, avant tout, c'est un bagage sensoriel. Tu vois, on perçoit, on sent, franchement, c'est pour ça que je trouve que c'est divin. En fait, c'est une condition qui est vraiment divine. Parce que tu vois, l'être humain, le premier, enfin, je sais pas comment dire ça, mais le premier, la vie de l'être humain commence par les sens. Tu vois, dans le ventre, ça commence par les sens. Et en fait, ces personnes-là, ce sens qui est hyper développé reste, en fait, perdure toute la vie. Et c'est pour ça que c'est juste incroyable. Et quand tu rencontres une personne autiste, franchement, ça te change la life. Ouais. Parce que du coup, tu vois les choses, en fait, autrement. Des choses que et pour un parent, en fait, j'apprends, en fait, aux parents à tout décomposer. Là où nous, en fait, on fait des choses, en fait, sans réfléchir. On fait des choses, tu vois, encore une fois, sans réfléchir, des trucs innés, en fait. Là, avec une personne autiste, tu découpes absolument tout parce qu'en fait, tu dois tout lui apprendre. Tu vois, tu dois tout lui apprendre. Donc, ça t'aide à step back, ça t'aide à regarder, ça t'aide à observer, et puis, en fait, refaire toutes ces choses innées là, et ben, du coup, tu prends le temps de les refaire, du coup, d'apprécier. Et encore une fois, d'apprécier ce qu'on t'a donné.
comme bagage, qu'on t'a donné comme cadeau, en fait, les cadeaux de la vie, en fait, qu'on a tous les jours, qu'on utilise sans même savoir. On n'est même pas dans la gratitude. Et là, tu apprends à être dans la gratitude. Ouais. Tu décomposes tout parce que tu vois tout, parce que tu sens tout. Et voilà, donc c'est des personnes qui sont, moi je dis, hein, après c'est moi, hein, c'est ma vision, hein, que vraiment Dieu les a mis sur terre pour qu'on puisse justement voir tout ce qu'on n'a pas le temps de voir. Tu vois, tout ce qu'on n'a pas le temps de voir, ils sont là pour nous le montrer en fait. Ils sont là pour ouvrir les yeux. Donc ouais. Mais du coup, moi j'avais une autre question, si je peux me permettre, c'est dans le couple, parce que quand on se marie, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, etc. Et la santé et la maladie, et même les vœux qu'on prononce quand on se marie, c'est très très large. Et chacun connaît un peu son stop. Tu vois, par exemple, on en parlait récemment avec Daya, de cette vidéo de cette femme qui, devant le prêtre, dit dans la richesse comme dans la pauvreté, elle répond juste dans la richesse. Pour elle, c'est genre, la pauvreté, c'est pas possible, limite, tu vois, genre c'est dans la richesse. Et quand on parle dans la santé comme dans la maladie, on pense souvent à la maladie de l'un des deux aussi parfois, mais on pense rarement à la maladie d'un enfant. Et ce que je veux montrer aussi, c'est que il y a une étude qui est sortie il y a récemment que dans des couples mariés, quand la femme est malade, dans plus de 60% des cas, je sais plus si c'est 60 ou 70%, l'homme part. Oui, j'ai vu. Là où quand c'est l'homme qui est malade, il y a peut-être seulement 20% des femmes qui partent. Et de la même façon que moi, personnellement, j'ai adopté un enfant. Donc, quand j'ai adopté ma fille, pour moi, qu'elle soit... Tout de suite, les gens m'ont dit, mais là, t'adoptes un enfant, si elle est malade, si elle est machin. Je dis, c'est ma fille. Et la question ne se pose même pas. J'ai pas attendu de savoir si elle allait potentiellement être malade, ou si elle était malade, ou si elle était handicapée. Mais en même temps, moi qui ai adopté un enfant, je me vois très mal être famille d'accueil. Parce que je m'attache à cet enfant, je me vois mal, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui font, d'accueillir des enfants qui sont malades, qui se font opérer, tu les gardes pendant 1 an, tu les renvoies. Pour mon cœur, c'est beaucoup trop à gérer. Et donc, du coup, moi, mon raisonnement en ayant adopté mon enfant, et quand on me posait la question, c'est que si mon enfant, je l'avais porté dans mon sein, si il avait été malade, je ne me serais pas posé la question, alors pourquoi je me poserais la question? Et je ne dis pas que c'est mal, mais je pense que chacun doit aussi connaître ses limites. Parce que c'est pas simple d'élever un enfant ayant des besoins spécifiques. Déjà, élever un enfant qui est neurotypique, c'est pas simple. Mais maintenant, un enfant neuroatypique ou un enfant avec des besoins particuliers, c'est pas simple. Et ça pèse énormément sur le couple. Parce que quand on vous dit vous êtes en date, posez-vous les questions de « Ah, mais si moi j'ai pas de travail, ah, mais moi je veux être mère au foyer, ah, mais moi je veux ci, ah, mais moi je veux ça, etc. » Parlez-moi des finances, tout ça, mais parlez-vous aussi de qui vous êtes dans les moments difficiles. Parce que moi je suis convaincue, et je pense que Ndaya c'est pareil, c'est qu'on apprend à connaître quelqu'un dans les mauvais moments. C'est quand on est en train de se disputer que là on se dit « Ah, t'es comme ça !» Ok, ça je peux gérer, ça je peux pas gérer. Voilà, on l'avait dit aussi, même en amitié, etc. C'est quand on traverse des hauts et des bas qu'on voit vraiment qui sont les personnes qui comptent le plus. Ouais. Pour toutes les relations, je suis d'accord. Ouais. Bah, c'est un très très bon point que tu as soulevé, effectivement, parce que on n'y pense pas en fait. J'aurais jamais cru, moi personnellement, j'aurais jamais cru que j'allais avoir des enfants neuroatypiques, quoi. Mais non, en fait, on n'y pense pas. On a justement cette photo parfaite, tu sais, de la famille. Tu vois, on l'a tous. La famille Instagram, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et voilà, et pourquoi je parle avec les mamans avec qui je travaille de deuil. Prenez le temps de faire le deuil de cette famille parfaite que vous avez imaginée. Cet enfant-là, parce que là, par exemple, là, ma fille elle va avoir 11 ans. À 11 ans, bah, normalement, je suis pas censée l'aider à se laver. Je suis pas censée faire ci, faire ça. Et se dire qu'en fait, non, on va encore continuer pendant quelques années. Ouais, ça fait quelque chose. Donc oui, parlons de ces choses-là, parlons de ces sujets-là qui peuvent casser cette image parfaite qu'on peut avoir de la famille. C'est vraiment très 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 important. Et tu parlais de la maladie qui fait que certains couples se séparent, mais il y a aussi ça. Donc dans la neuroatypie là, moi j'avais vu une étude qui disait que 70% des couples divorcent. C'est énorme. À l'annonce d'un diagnostic.
Ouais, après un diagnostic. Tu te rends compte? Ouais, donc il y en a plein. Je suis plein de mamans qui sont seules. Je travaille. Parce que c'est vrai qu'en fait, depuis, on parle de beaucoup de... On a donné beaucoup d'exemples en fait de familles dans lesquelles le diagnostic est bien reçu, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de familles aussi où le diagnostic est refusé, Ah, bah, où carrément. l'accompagnement est refusé, où les gens vont dire non, c'est pas ça, c'est une erreur. Ou comme tu l'as dit, toi, dès qu'on t'a dit qu'il y avait la possibilité d'avoir une école spécialisée, tu sautes sur l'occasion. Et il y a des personnes qui vont te dire non, c'est pas quelque chose qui va l'aider, ça. Il faut qu'elle suive d'autres enfants neurotypiques et là, elle va changer, etc. Donc c'est vrai que si dans un couple, il y en a un qui refuse le diagnostic et un qui l'accepte, je vois pas comment on arrive à une résolution, en fait. Ben, en fait, on n'y arrive pas. Ça crée, en fait, ça crée un malaise, et forcément, ça détruit le couple, ça détruit la famille, parce que l'enfant, tu sais, encore une fois, on a dit que les enfants étaient sensoriels, enfin, les personnes autistes, ils sentent tout, en fait. Ils le sentent, tout ça. Donc, malheureusement, ça impacte aussi le progrès de l'enfant. Et c'est très 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 dommage, mais je le vois tellement. Mais et après, voilà, c'est aussi dans notre communauté. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Oui, bien sûr. Oh my God, notre communauté. Alors t'entends des trucs comme moi, avoir un enfant comme ça, c'est pas possible, pas moi. Voilà, on entend ça. Ou dans ma famille, il y a pas ça dans ma famille. Ça va être dans ta famille. Ouais. Des trucs comme ça, ouais. Ou oh, ça c'est un truc de blanc. Ça aussi tu l'entends. Ou ah non mais ça c'est la sorcellerie, ouais, il y a quelqu'un qui m'a jeté l'œil là, je sais pas quoi là. Ça aussi tu l'entends. Ah c'est un djinn, ça aussi tu l'entends. Enfin, t'entends des trucs incroyables. Vraiment des trucs incroyables qui sont durs à casser parce qu'il y a la pression familiale aussi, hein, bien sûr. Hein. La pression familiale, donc t'as intrafamilial là, ton mari déjà. Après t'as la famille aussi. Voilà, ça crée franchement des conséquences désastreuses parce que du coup la maman en général, hein, c'est un rejet du papa. Après il y a bien sûr un rejet de la maman aussi. Il y a beaucoup en se disant non c'est trop, c'est too much, moi je peux pas. Voilà, je peux pas. Il y a une maman qui m'a parlé de suicide. Il y avait une maman, je te jure. Là, aujourd'hui, tu la vois, là, elle va bien. Elle va bien, pleine de vie, pleine de joie, parce que son enfant, elle a fait des progrès, je l'ai accompagnée. Mais au début, c'était suicide. Je me suis dit, oh my God. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, dans ma tête, je me disais, ah ben non, mais tous les parents, ils sont comme moi. Donc, en fait, on y va, tac, 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 tac. Alors que s'ils étaient comme toi, ils iraient pas vers toi. Justement, ils cherchent quelqu'un qui est complètement l'opposé, en fait, pour les remotiver. Ouais. Donc, en fait, le travail que tu fais, c'est thérapeutique, c'est très thérapeutique. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ma personnalité, elle m'a beaucoup aidée, hein, bien sûr, parce que vu que je suis positive, voilà, je motive beaucoup. Et c'est vrai que ça aide. Des fois, il manque juste que ça. T'as pas l'appui de ton mari, t'as pas l'appui de ta famille, mais tu dis qu'il y a quelqu'un à côté, il y a une coach là à côté qui est là, qui te motive et qui te donne la force. Et qui sait exactement ce que tu traverses. Ouais. Parce que franchement, entendre l'avis de 50 personnes qui savent pas du tout ce que c'est doublement douloureux, en fait. Donc vraiment, le fait de pouvoir t'avoir, j'imagine même pas à quel point ça doit les soulager. Ça soulage parce que je l'ai eu, moi aussi, hein. Tu vois, cette aide-là, je l'ai eu. C'est pas un truc, non, je l'ai eu, je sais ce que ça fait, je sais ce que ça m'a apporté. Et je sais aussi la force que ça a pu me donner pour avancer. Parce que ici, il y a beaucoup de groupes de parole, par exemple. En tout cas, tu as un groupe de parole où tu es là, tu es avec des gens qui te ressemblent et tu n'as pas peur de dire les mots. Parce que, attends, dire « j'en ai marre, j'en peux plus, cet enfant me fatigue ». En fait, on a le droit de le dire. Hein, parce que c'est la réalité. Et en tant que maman, en vrai, on n'a pas le droit. Culpabiliser, bien sûr. Ah oui, en tant que maman, tu culpabilises. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux penser ça? Et puis après, tu as les gens, comme tu as dit, hein, hors sujet de la life, qui ne connaissent absolument rien à l'autisme, rien à la douleur qui est liée à l'autisme. Ouais, mais attends, comment tu peux dire ça? C'est Dieu qui te l'a donné comme ça. Ouais, mais toi, tu ne l'as pas donné, donc tu sais pas, en fait. C'est pas, c'est tout. Exactement. Tu sais pas. Exactement. Donc, en fait, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de dire que ça fait mal, de dire que tu es dégoûté.
Mais il faut que ça passe. Moi, Ouais. c'est ça mon truc. Il faut pas que ça reste, il faut pas que ça soit là pour te détruire la vie, Mhm. t'empêcher d'accompagner ton enfant parce que tu es la meilleure personne pour ton enfant. Il faut pas que ça t'empêche, en fait, d'être là pour ton enfant. Et accueille les émotions, mais vraiment accueille, c'est un conseil, voilà, que je donne là tout de suite, là, aux gens qui vont nous écouter. Accueillir les émotions, même négatives, même très, très, très négatives, et s'entourer de personnes qui sachent exactement ce que tu vis pour pouvoir dire les mots. Voilà. Mais j'ai regardé, je pense que c'est hier sur TikTok, on est tombé sur une vidéo et du coup, je vais te raconter ce que j'ai vu et ça va m'amener à une question. Ok. On était avec les enfants et en fait, moi, la plupart de mes vidéos, c'est des vidéos émotionnelles. C'est soit émotion, soit on explose de rire. Et là, on est sur une vidéo d'une maman qui est en train de jouer avec son fils. Il a l'air d'avoir 7 ans. Et en fait, dans le titre, ils disent que c'est la maman d'un garçon qui est non-verbal. Donc là, elle est là, elle joue avec lui, elle lui dit des choses, comme d'habitude, elle fait sa routine. Et d'un coup, il dit « Mommy !» Et on voit la mère qui... Littéralement, elle regarde son fils, genre... Et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que déjà, la mère, quand tu vois son visage, tu comprends qu'il a jamais parlé. Donc, elle s'attendait pas à ça. Et le fils, il se lève, il quitte la pièce. Normal. Ils ont un côté dramatique, j'adore. Et après, j'ai explosé de rire parce que pour lui, c'était un jour comme un autre. Alors que la maman, elle s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer enfin ?» Et du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes quand est-ce que tu as eu ce moment-là. Déjà, cette vidéo, je la connais très bien. Et elle est magnifique. Non, mais ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, je reçois les vidéos en 1 million d'exemplaires. Là, j'ai reçu au moins 20 fois la vidéo. Alors, ouais, j'ai eu ce moment-là. Comme c'est ton sujet de prédilection. Voilà, ouais, c'est trop mignon quand je reçois ces vidéos. Je l'ai reçu encore tout à l'heure, tu vois, pour te dire. Alors, ouais, c'est le moment où... alors, parce que il faut continuer à parler à l'enfant, d'accord, comme a fait la maman. On lui parle. Même si l'enfant ne répond pas, c'est pas parce que l'enfant ne répond pas qu'il n'entend pas. Ça, c'est très, très, très important. Donc, on continue à parler, on décrit et tout. Et moi, je l'appelle. Un jour, je suis dans la salle à manger. Jalira est dans les escaliers. Et je dis, Jalira! Jalira! Après, j'entends, où? What? Je dis quoi? Après, Jalira! Où? Et en fait, c'était oui. En fait, elle voulait dire oui. Et elle a dit où? Oh my god. Ce jour-là, en fait, cherchais quelque chose sur quoi m'appuyer. J'étais, mon cœur, il est en train d'exploser. Je me dis, tu vois, elle a dit, je vais peut-être pas finir cet épisode normal, sachez-le, parce que vraiment là, je me retiens. 2 fois, Néné, elle a dit 2 fois. Donc il n'y avait pas de... Non, mais vraiment, je me retiens parce que, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est énorme. Ouais. Tu sais, c'est comme avoir un enfant que tu vois tous les autres enfants qui sont en train de marcher à 12 mois et puis ton enfant ne marche pas et tu commences à t'inquiéter puis soudainement ton enfant il se lève, il marche et tu te dis oh my god. Ouais, non, le cœur, même là mon cœur il est en train de... Et en fait, j'arrivais pas à y croire et puis voilà, ça commençait comme ça. Après c'était ouh. Et ça voulait dire oui en fait. Et j'étais choquée, mais en fait, je sais même pas là aujourd'hui, je sais même pas parce que l'émotion que j'ai ressentie n'existait pas en fait. Cette émotion-là, voilà, n'existait pas. Tu vois. Mais c'était vraiment beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Je me suis dit allez, on commence. Et c'était ça. Et l'autre, c'était It, parce qu'elle disait rien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un gâteau. Et elle voulait un gâteau parce que bon, elle avait un intérêt très restreint pour les gâteaux, les digestifs, et elle avait le gâteau. Et en fait, il était posé devant elle, mais tant que je lui donnais pas, elle ne le prenait pas. Tu vois, parce que des fois, il y a des enfants qui ont des problèmes au niveau de la motricité. Donc, elle ne prenait pas. Donc, elle était devant comme ça, elle attendait. Après, je fais It, Jalira, It. 1 million de fois. It. Après, elle regarde. It. Et j'étais comme ça. Après, je dis yes, take it. Prendre. Même la maison, tu prends. C'est grave. Et là, tout le monde note. Waouh, elle a dit.
Et tu vois, c'est ça. En fait, pour même si l'enfant dit A, faites à la maison. Ouais. Donc, toujours en mode, yes, en mode, ouais, bravo, en mode sharing, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est ça que je dis. Donc, en fait, une maman, comme nous, célèbre toutes les victoires. Rien ne passe inaperçu. On est en mode gratitude pour tout. Mais vraiment, quand je vous dis pour tout, comme même si l'enfant dit A, moi, elle a dit OU, c'était la fête. En fait, parce que on sait que c'est le début de quelque chose. Mais oui. Voilà, on a cette vision-là, on a ce truc-là, on a plein d'objectifs en tête, mais on sait que ça va être très, très, très dur à atteindre. Mais on se dit pas que c'est impossible, on se dit juste, ça va être dur. Donc moi, avant tous mes coachings, je dis, donc moi, je ne guéris pas de l'autisme parce que c'est pas une maladie. Et de 2, c'est du travail. C'est grave du travail. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, on va pleurer, on va rigoler, on va sauter de joie, d'accord? Mais on va célébrer toutes les toutes petites victoires pour arriver après à atteindre notre goal. Donc c'est très intense. Mais c'est une approche du premier enfant, je dirais. Tu sais, les parents qui n'ont jamais eu d'enfant, dès que leur enfant fait un truc, ils sont là, mais c'est incroyable, c'est le meilleur bébé, c'est l'enfant le plus intelligent du monde, et tu célèbres tout, et parfois tu le perds avec les autres enfants. Oui. Ouais. Chaque parent est convaincu que son enfant est meilleur et plus intelligent et le plus fort, qu'il n'y a jamais aucun enfant qui a fait ça avant le sien. C'est vrai. C'est quand même impressionnant, mais tu vois, garder cette énergie-là, ne pas se laisser déborder par les émotions, parce que ça doit être tellement d'émotions. Et comme tu dis, tu dois avoir des moments de fatigue, tu dois avoir tout ça, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas juste toi, c'est le couple, la famille, la fratrie. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont avoir un enfant qui va être diagnostiqué, et puis ils vont se dire, bah, du coup, je m'arrête là, parce que je saurais pas gérer le reste. Je ne sais pas comment ça va être avec les autres enfants. Puis parfois, tu commences, t'as celui du milieu, puis t'as celui d'après. Parfois, c'est le dernier, et puis tu dis, mais peut-être, parce qu'il y a toujours plein de théories un peu fumeuses. Ah, c'est parce que t'as eu ton enfant tard, parce que t'as pas fait ci. Bref, on va pas repasser là-dessus. Mais effectivement, il y a des diagnostics qui peuvent être posés sur des enfants pour certaines maladies, et c'est prouvé par la science que c'est l'âge où tu décides d'avoir un enfant qui fait que, et il y a des tests et il y a des machins. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux pré-tester dans le ventre comme on peut tester d'autres maladies ou que tu peux tester tout de suite à la naissance. Et avoir une approche très positive de manière générale dans la vie, c'est toujours plus bénéfique que de voir les choses négativement. Et on le voit notamment sur les patients qui sont atteints du cancer ou de tout type de maladie. Tu peux rentrer à l'hôpital parce que t'as eu une entorse au pied, machin, et je sais pas quoi, et puis t'es là, j'en sais rien, ça me saoule. T'es vraiment un peu, vraiment ça ne va pas, tout va mal, machin, etc. Et puis t'as une autre personne qui rentre avec un cancer stade 2, stade 3. Et ben la personne avec le cancer stade 2, stade 3 va sortir, il va être en rémission et ça va bien se passer. Et la personne qui aurait eu une entorse à la cheville, on va l'amputer. Parce que dans tout le médical, on sait qu'il y a la partie médicale qui traite, mais le psychique joue énormément. T'as des gens à qui on a dit, vous allez mourir dans 5 ans. Et puis 10, 15, 20 ans après. Je l'ai raconté dans le podcast. J'ai un de mes cousins qui était drépanocytaire, qui a vécu jusque ses 15 ans. Depuis sa naissance jusqu'à ses 15 ans, tous les séjours à l'hôpital qu'il faisait, on disait à ses parents, il va pas passer la nuit. Il va pas passer ce séjour, il va pas ce truc. Parce que c'est comme ça. Et maintenant, il y a tellement d'avancées sur le sujet, il y a tellement de choses. On avait été invité par l'application DrepaCare, qui justement accompagne les personnes atteintes de drépanocytose. Et dans le panel, tu avais une dame qui était enceinte de son 2e enfant. Tu avais un homme qui... Et là, toutes les vannes se sont ouvertes. Je pense aucun charisme. C'est pas Néné du thé noir en représentation, parce que tout ça, c'est des sujets qui me touchent. Mais dans le public, t'avais quelqu'un qui était rentré à l'hôpital, crise drépanocytaire, et dans le panel, t'avais un médecin. T'avais un médecin qui l'avait soigné, et le mec lui a dit, en fait, il s'est levé, et tu vois qu'il a une canne, c'est un homme de 50 ans. Déjà, de voir un homme de 50 ans drépanocytaire, moi, ça... C'est tellement rare. Et il s'est levé, il a dit, en fait, je m'appelle monsieur un tel, je suis rentré dans votre service, machin, vous êtes rentré dans ma chambre, vous m'avez dit, tu vas t'en sortir.
et vous m'avez sauvé la vie. Et ça, bref, tout ça pour dire que dans toutes ces choses-là, avoir la bonne attitude, et comme tu l'as dit, c'est pas mauvais de se sentir dépassé. C'est pas mauvais de se dire qu'est-ce que je fais là et de pas savoir quoi faire. Le tout, c'est d'apprendre comme tu le fais, et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je ne suis pas dans ce cas-là et je ne sais pas comment je réagirais si j'étais dans ce cas-là, mais toujours essayer d'aborder ça avec l'idée de ok, il y a cette épreuve, comment j'en tire le mieux, parce que ce sont des enfants qui apportent un amour mais tellement c'est débordant. C'est débordant, et même dans Love and the Spectrum, tu le vois, en fait, la façon dont ils aiment, la façon dont ils partagent, et autant nous, on a rigolé sur des trucs vraiment débiles, où genre, ils vont en date, ils disent, ouais, si lui, il aime pas les trains, je peux pas être avec lui, parce que moi, je suis passionnée de trains, j'ai besoin de faire des trucs, et si lui n'aime pas, je vais pas faire, mais même juste si tu te transpoles dans le dating de toi aujourd'hui, tu dis, mais oui, en fait, qu'on n'ait pas de passion commune, c'est ok, mais il faut au moins qu'on ait quelque chose qui nous lie. Absolument. On voit cette scène-là, je l'ai vu beaucoup passer ces derniers temps sur mes réseaux en préparation de l'épisode. Donc, il y en a une qui s'appelle Madison. Ok. Madison ne supporte pas qu'on l'appelle Maddie. Elle sort avec Tyler, qui est un cowboy sweetheart. Vraiment, c'est the best. Ouais. Il a fait une demande en mariage. J'ai appelé Naya, j'ai dit, tu vois, dans ma vie, vraiment. On a parlé pendant 1 heure de la demande en mariage. C'est ça, parce qu'il a tellement travaillé les moindres détails de la demande en mariage. Tu te dis, il a prêté attention à tout ce qu'elle aime, à tout ce qu'elle veut, tout ça. Il l'a mis en confiance, il a tout fait. C'est ça. Et là, ils étaient en train de visiter, je sais plus quoi. Et en fait, il y a une fan qui passait pendant qu'ils étaient en train de filmer et qui a dit, Maddie, I love you. Et là, elle était en panique parce qu'elle dit, je n'aime pas qu'on m'appelle Maddie. Et en même temps, elle travaille sur elle pour, tu vois, se calmer. Mais à côté, t'as Tyler qui lui dit, t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là. C'est des choses qui peuvent arriver. Et parce que c'est vraiment un trigger pour elle, ça. Oui, j'y crois. Mais lui, qui est aussi atteint d'autisme, mais je pense que lui, il est Asperger, spécifiquement, il a désescaladé les trucs. Et tu vois, l'attention qu'il lui porte en lui disant, je sais que tu n'aimes pas ça, est-ce que tu veux qu'on arrête, est-ce que tu veux machin. Et tout ça, et tu te dis, même en tant que personne dans un couple, de comprendre un peu ce qui est les triggers de l'autre, comment tu peux le rassurer, comment tu peux le truc. Elle a fait tout son truc, elle a dit, je sais que c'est pas grave, gna 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 gna. Elle a pris son temps, lui, il était à côté, il la soutenait. Et à la fin, elle a dit, de toute façon, on va continuer notre journée, je ne vais pas laisser ça m'arrêter, on va avancer. Et t'es là, tu te dis, oh my God. Ouais, voilà. En fait, c'est la façon normale de vivre, en fait. Normalement, on est censé, tu vois, comme je dis tout à l'heure, ce sont des personnes qui nous montrent, en fait, comment on est censé vivre. Ouais. Tu vois? D'accord. Comment on est censé aborder la vie, comment on est censé aborder les choses. Et comme tu l'as dit, le fait d'aborder, tu vois, les moindres détails, ça, c'est très autistique. Ouais. C'est un truc que je le vois à la maison. Tous les détails comptent. Hier, un truc tout bête, je changeais les draps de mon fils, et en fait, Jalera, elle a là une passade où elle n'aime pas les designs. Je sais même pas comment expliquer ça, parce que c'est les patterns. Tu sais, sur des tissus, les patterns. Tu vois, sur les couettes. Il faut que ça soit plain. Okay. Et donc, son frère avait, sur le coussin de son frère, il y avait des patterns. J'ai posé ça sur son lit. Oh là 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 là. Elle a pété un câble. Tu vois? Parce qu'elle me dit. Tu m'as pas écouté, je te l'ai déjà dit. En fait. En fait, ça, j'aime pas. Pourquoi tu mets ça sur mon lit à moi? Maintenant, tu me provoques dans ma maison. Et oui, et puis elle me dit, maintenant, les patterns, ils ont touché mon lit. Donc, ils vont laisser une trace. Parce qu'encore une fois, sensoriel. Donc, elle voit des choses qu'on ne voit pas. Bah oui, c'est ça. Ils ont laissé une trace. Ça a laissé une trace. J'ai dû changer ses draps. Et quand tu as changé ses draps, ça allait mieux. Ah oui? Et c'est incroyable. Et en fait, c'est ça, il faut répondre à leurs besoins. Donc, en fait, c'est des cerveaux atypiques, c'est des cerveaux qui abordent la vie différemment, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut pas dire que c'est bad, en fait. C'est juste que nous devons faire un effort pour les comprendre. Oui. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit juste avant quand Néné est intervenu, en fait, en disant que en fait, ils vivent de la manière dont on devrait tous vivre.
Et je pense aussi que la manière dont on élève un enfant autiste, c'est comme ça qu'on devrait élever tous nos enfants. C'est vraiment ce truc de, tu sais, on a cette facilité de, quand un enfant fait une fixation sur quelque chose, de lui dire, mais c'est pas important, en fait, c'est bon, passe à autre chose, tu me fais un caprice, tu me fais ceci. Et c'est vraiment ce truc, en fait, qui montre combien la parentalité, c'est intentionnel. Et c'est pour ça, je pense qu'on n'arrêtait pas de pleurer quand on regardait la série en question, parce que, en fait, dans les familles qu'on nous montre, on voit vraiment des parents qui sont énormément impliqués dans la vie de leurs enfants. On voit des relations frères et sœurs qui sont, franchement, elles sont magiques. Elles sont magiques. Tu vois vraiment des fratries où chacun se connaît vraiment, que l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, il est très intense. Et tu vois comment les parents connaissent parfaitement leur enfant. Ils le connaissent vraiment parfaitement. Tu vois, tu avais un garçon qui s'appelle Connor, qui, en fait, à chaque fois qu'il était face à un conflit, il avait toujours besoin d'en parler avec sa mère. Et avec sa mère, ils avaient toujours ce truc où sa mère, elle va lui expliquer, il va venir, il va dire, par exemple, j'arrive pas à dire à cette fille que quand elle fait ça, j'aime pas. Et donc, avec sa mère, ils allaient toujours jouer des scénettes. Ok, moi je suis la fille, toi t'es telle personne. Ok, c'est parti, faisons-le. Et quand il finit ses scénettes avec sa mère, il la regarde genre, ok, bah c'est bon, voilà, voilà, j'ai fait ma petite scénette, je sais comment ça va se passer, c'est super. Et je trouvais ça vraiment magnifique en fait de se dire que chaque enfant qu'on va avoir, il faut vraiment qu'on ait la patience de se dire que chacun va être aussi unique en son genre et qu'on va devoir l'accompagner dans tout. Donc il y a des petites choses comme ça comme les imprimés, qui vont vraiment les faire vriller, et il va falloir faire preuve de cette patience. Franchement, c'est un bel exemple en fait de comment se comporter avec nos enfants. Et aussi même en tant qu'adulte, tu vois, quand je regarde ces adultes se rencontrer dans le cadre des relations amoureuses, je me dis, mais en fait, il y a tellement de masques qu'on se met en tant qu'adulte, on se met tellement de filtres, tellement de masques, et tu te dis, mais moi aussi, de temps en temps, j'aimerais juste dire à quelqu'un, t'aimes pas les baleines, pourquoi tu me parles? En fait, je veux pas interagir avec cette personne parce qu'elle aime pas les baleines. Sur le moment de dire que je suis extrêmement heureuse et j'ai envie de faire des câlins à tout le monde, je le fais. Et c'est vraiment ce truc où j'aime trop en fait l'idée que en fait, je les imagine aller dormir et être en paix. Parce que quel problème tu vas avoir quand dans la journée, tout ce que tu avais besoin d'exprimer, tu l'as exprimé. Vraiment. Tout ce que t'as senti, tu l'as senti, t'étais dans l'instant présent, etc. Tout ce que tu voulais dire, tu l'as dit. Tout ce que tu voulais pas dire, tu l'as pas dit. Tout ce que tu ne voulais pas faire, tu l'as pas fait. C'est tellement serein. Et franchement, je trouve que pour nous, ça relève d'un effort surhumain d'essayer d'être comme ça. Essayer de me rapprocher de ça, je me dis, mais c'est tellement difficile, ça fait tellement longtemps que je vis ma vie en tant que personne qui met des masques, qui met des filtres, tout dans de personnalité selon les sphères dans lesquelles tu évolues, etc. C'est tellement rafraîchissant de voir des gens qui peuvent être comme ils sont, entièrement eux-mêmes, peu importe. Peu importe le lieu, peu importe... c'est magnifique. Mais en fait, tu sais, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que il y a ces personnes, effectivement, qui, sont très rentre dedans, je dis ce que j'ai envie de dire, et puis voilà. Mais malheureusement, t'as aussi beaucoup ces personnes qui masquent. Ce masque social dont tu parles, on le voit beaucoup chez les personnes autistes aussi, qui veulent essayer d'avoir une place dans la société, en fait. D'accord. Malheureusement. Et justement, le masking, ça existe. Donc quand t'as parlé du masque, j'ai trouvé ça, parce que ça existe, le masking. Le mot, il existe en fait dans le terme, dans le monde autistique, parce que justement, et il y en a beaucoup chez les filles. Pourquoi? Oui. En fait, ça me fait penser que, tu vois, dans Love and the Spectrum, d'ailleurs, ils disent beaucoup, il m'a demandé en mariage, quand tu es dans un couple, il faut d'abord faire ça. Ensuite, on fait ci, on fait ça. Par exemple, il y en a une qui est sensible au toucher, au câlin, etc. Elle dit, mais maintenant que je suis en couple, je dois faire des câlins, donc je dois travailler là-dessus parce que ça fait partie du couple. C'est vrai. Ou qui a du mal à faire des bisous. Oui, mais maintenant que, comme je suis en couple, c'est dur. Ils veulent suivre les règles de la société établie. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est parce que ils veulent s'intégrer dans la société ou parce qu'on les a élevés en leur disant, mais peu importe ce que t'as, tu vas faire ça dans ta vie. Alors, il y a les deux. Il y a les personnes donc qui veulent s'intégrer, donc du coup ils vont masquer leurs traits autistiques pour ressembler aux autres. Donc tu vas beaucoup chez les filles, c'est très connu chez les filles le masking, qui provoque de la dépression, de l'anxiété à force
parce qu'on peut pas, on n'est pas des acteurs tranquille. C'est pas possible. Ouais. Et après, t'as aussi, alors ça, je le vois aussi beaucoup chez ma fille, parce que chez les personnes autistes, les règles, c'est les règles. Tu peux pas, non, tu peux pas ne pas respecter les règles. Quand on te dit que c'est ça, c'est ça. Maman, elle a dit, par exemple, on va au lit à 8h, on va au lit à 8h00. Donc, ça peut créer aussi des problèmes, parce qu'effectivement, là, tu as dit l'exemple de, maintenant que je suis mariée, il faut que je fasse des câlins, alors que j'aime pas être touchée. Bah non, c'est sensoriel. Donc, on fait comment, en fait? Donc, il faut que je divorce, parce que dans le mariage, il faut se toucher. Donc, ça, tu vois, ça crée de l'anxiété. Ça crée de la dépression. Donc, il faut faire, tu vois, il faut trouver, en fait, cette balance. Il faut vraiment essayer de trouver cette balance. Donc, comme tu as dit ici, j'aime bien faire des points entre vous deux, là. J'aime bien, parce que tout ce que vous dites, c'est super intéressant. Voilà pourquoi on doit travailler des scénarios sociaux avec nos enfants. Tu vois, voilà pourquoi la maman, elle a travaillé un scénario social. Parce qu'il faut qu'on montre à l'enfant qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Et justement, hier, j'ai travaillé dessus parce que j'en ai mis un dans la base de données de mes coachés. Parce qu'il y a une ado, en société, elle galère. Tu vois? Et en fait, justement, les façons de vivre, enfin, je sais pas comment je peux ça, mais les relations sociales dans l'autisme, en fait, posent problème. C'est un des traits qu'on voit le plus. Donc, on connaît pas les règles sociaux, on a du mal avec les autres, on a du mal à lire le langage non verbal. Et en fait, tout ça, c'est très difficile. Donc, ça se travaille à travers les scénarios sociaux. Ok. Voilà pourquoi, comme je t'ai dit, c'est à double tranchant. Si tu peux pas, en fait, je sais que c'est dur à dire, mais tu ne peux pas dire tout ce que tu veux en société. N'est-ce pas? Tu ne peux pas, en fait. C'est pas possible. Donc moi, des fois, je dois dire à Janira, tu peux pas dire ça, parce que tu vas faire mal à la personne. Donc tu vois, d'un côté, on célèbre le fait que ce soit des gens purs, vrais et tout, mais d'un autre côté, il faut faire attention parce qu'en face, on a aussi d'autres personnes qui sont peut-être sensibles. Tu vois, on a aussi des codes à respecter parce on vit en société, donc il y a des codes. Donc c'est pour ça que c'est dur. Franchement, c'est dur. Même pour nous, parce que moi, en tant que maman, je suis là, je supporte ma fille à 100%. Mais des fois, je dois lui dire, I'm sorry, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Là, c'est pas possible. Tu peux pas te promener comme ça avec ton petit short, tu vois, comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas retirer ton haut parce que t'as ton souci au niveau sensoriel où tu supportes pas le t-shirt. Tu peux pas juste le retirer parce que t'as 11 ans, parce que là, tu commences à développer tes formes. Tu vois? Ouais, ça relève une complexité. En fait, il y a accueillir le diagnostic et en comprendre toute la complexité parce que c'est pas ce qui va être quelque chose de facile à intégrer pour ton enfant et qu'est-ce qui va être plus difficile et trouver les moyens de lui faire comprendre, comme tu dis, à partir d'un certain âge, quand t'es une fille, tu peux pas juste te promener torse nu dans la rue ou que c'est ok de boire un verre de lait tiède et pas forcément chaud parce qu'on ne peut pas avoir le lait chaud ou de se dire que tu peux pas regarder la personne en disant pourquoi t'as pas de cheveux, pourquoi t'as un fil qui passe dans ton nez alors que la personne elle est sous respirateur ou des choses comme on a dit, comme ce sont des personnes qui remarquent des détails où dis donc t'as un gros ventre, il y a un bébé dedans. Non. Ou non, je suis juste une non. C'est vraiment c'est des situations embarrassantes que n'importe quel enfant peut faire. Mais tu vois, un enfant qu'on va dire neurotypique, tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, tu sors pas sans chaussures, il va l'intégrer. Un enfant neuroatypique, tu vas lui dire une fois, deux fois, trois fois, 20 fois, 100 fois, peut-être, avant qu'il l'intègre et qu'il comprenne pourquoi c'est machin. Mais c'est pour ça que moi, j'admire ces mamans comme toi qui, dans tout ça, veulent essayer que leur enfant ait une vie que je qualifierais de normale, même si la normalité, c'est très subjectif, mais d'accompagner l'enfant dans ce côté de tu vas être la meilleure version de toi-même. Et si la meilleure version de toi-même, c'est s'arrêter là et que tu peux jamais prendre ta douche toute seule, mais que t'as tellement d'autres choses que tu sais faire, et on va être ok avec ça. Et comme disait Ndaya, la maman de Connor, je pense que c'est une des mamans qui m'amante parce que vraiment, il n'y a pas d'autre terme, le faire désescalader,
il dit oui, je sortirai pas avec elle parce que c'est une blonde. Elle dit mais elle est super jolie. Oui, elle peut être super jolie, mais je peux pas sortir avec une blonde. Mais pourquoi tu peux pas sortir avec une blonde? Ses frères et sœurs aussi qui le poussent dans ses retranchements en disant mais attends Connor, c'est pas possible, etc. Et ils le disent aussi parce que cette maman-là, avec une autre des mamans, elle a fait un podcast et elle dit vous voyez la partie presque aboutie du système, des années de travail. Absolument. Et là, on est arrivé à ça. Mais c'est pas évident. Il y a une des mamans qui est maman célibataire parce que pareil, diagnostic de sa fille, ils avaient un autre enfant. Son mari s'est barré. Il a dit non, c'est bon. Et elle élève son enfant seule. Et elle dit donc moi, je travaillais à temps plein. Elle dit donc parce que ma fille a des besoins spécifiques et j'ai besoin de financer ses besoins, mais je peux pas m'arrêter de travailler pour être à temps plein à la maison parce qu'il y a pas d'autre salaire et tout ce que ça a impliqué derrière. Elle dit donc on avait un système, etc. Et de ce que je vois et que je comprends, c'est des enfants qui fonctionnent très bien dans la routine. Une fois que tu as intégré une routine, ça te facilite la vie et que tu connais les triggers, ça aide énormément. Mais ça reste que c'est un enfant ou une personne qui a ses jours, bons ou mauvais. Et comme ils disent dans Love and the Spectrum, ils le disent souvent après les épisodes, il y a toujours un mémo qui dit le trouble autistique, le trouble du spectre de l'autisme, pardon, c'est vaste. Là, ils montrent que des personnes qui peuvent évoluer normalement dans la société. Des gens qui parlent, qui peuvent travailler, qui peuvent interagir, etc. Mais il y a toutes ces personnes qui sont non-verbales, ces personnes qui ne sont pas forcément diagnostiquées, tu trouves juste que ce sont des gens bizarres, toutes ces personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir cet accompagnement-là. Ce que j'aime, c'est de montrer ce que c'est, d'expliquer que il y a beaucoup de choses différentes. On vous montre une partie et qu'on vous encourage à vous renseigner. Il y a une vraie sensibilisation sur le sujet. Et on va pas se mentir, Netflix, c'est une plateforme qui touche des millions et des millions de personnes. Si ça ne peut au moins sensibiliser quelques personnes sur le sujet plus vite que tout le reste, tant mieux. Absolument. Nous, on passe notre temps à dire aux gens au mois d'avril, regardez Love and the Spectrum, le nouvel truc est sorti, c'est tellement mignon, c'est machin. Quand on peut, on en parle autour de nous, etc. Mais ça fait partie des sujets dont on va pas beaucoup parler. Tu vois, là, en France, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes. Maintenant, c'est devenu le truc, la charge mentale des femmes, alors qu'avant, c'était pas un sujet. Pareil, quand Grégory Le Marchal, il a eu la mucoviscidose, soudainement, on s'est dit, ah mince, il y a la mucoviscidose. Ouais, alors que ça existait. Pour la drépano. La drépano, c'est la maladie génétique numéro 1 dans le monde entier. Mais il n'y a pas autant de, tu vois. Donc, absolument. J'apprécie toujours ces programmes qui te permettent d'avoir un premier regard sur quelque chose. Si ça tique ton intérêt et ça te permet d'aller faire quelque chose, te renseigner, participer, etc., c'est très bien. Si ça te fait rien, c'est pas grave, ça te fait rien, mais il y a des personnes que ça va toucher. Et voilà, avoir un show sur Netflix, de toute façon, c'est toujours une plateforme incroyable. Ouais. Ça reste que une apparition sur une chaîne d'un YouTuber hyper connu, machin et tout, ça a toujours un impact qu'on peut pas négliger. Il y a des canaux de communication que tu peux pas négliger. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment besoin de sensibiliser sur ce sujet-là parce que on en parle. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que l'autisme, en fait, les premières études qui ont été faites sur l'autisme, c'était des études qui étaient ciblées pour les blancs et les garçons. Donc ça, c'est le premier problème. Donc en fait, il y a plein de il y a beaucoup de ressources erronées, en fait. Pardon ? Il y a beaucoup de ressources qui sont erronées, en fait. Il y a plein de données qui sont erronées, qui sont biaisées, parce qu'en fait, on n'a pas pris en compte tous les autres. Et ça, c'est trop dommage. Bon, après, voilà, comme on y va vraiment petit à petit. Mais là, aujourd'hui, en 2026, on est encore là. C'est la triste histoire de la science et de la médecine aussi. On se rend compte que dans beaucoup de domaines, la norme, c'est l'homme blanc dans beaucoup de recherches. Oui. Non, mais c'est ça. Que ce soit au niveau diététique, au niveau physique, c'est toujours, c'est jamais tout le monde. Et c'est trop dommage parce que là, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, en fait, d'intersectionnalité dans l'autisme. Ouais. Si je peux me permettre là d'en parler. C'est parce qu'en fait, l'autisme ne sera pas vécu de la même manière par une noire ou par un homme ou une femme
ou je sais pas une lesbienne ou quoi, tu vois. Parce que du coup ça change énormément de choses et ça en fait on n'en parle pas, on le sait pas. Donc c'est bien qu'on parle de spectre, mais il faut aussi qu'on parle de cette du coup intersectionnalité. Ouais. Il y a des mots difficiles aujourd'hui. Yes, yes. Non, parce que ça impacte la vie de la personne. Là, regarde, aujourd'hui, donc Jalera, c'est une fille qui est noire, musulmane, autiste. D'accord? 4 paramètres qui vont faire que sa vie, elle va être complètement différente d'une blanche, d'un blanc, garçon, tu vois, ou chrétien. Ouais, absolument. Il faut prendre en compte tous ces paramètres-là et ce qui fait que c'est encore plus difficile, du coup, de manager ça. Donc, il y en a qui vont se décourager, mais il y en a d'autres qui vont dire non, on va essayer de se battre, on va essayer de créer un mouvement, justement, par rapport à ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça vous donne un plan plus clair de ce qui reste à faire. Bah oui. Ok, c'est beaucoup de travail, mais c'est moins flou. Vous savez sur quoi vous devez travailler, vous savez quel genre de recherche dont vous avez besoin, etc. Ouais, non, mais il y a beaucoup de recherches. Après, il y a le racisme. Hein. J'ai fait un post là dernièrement, la semaine dernière, sur le racisme et l'autisme. Là où tu vois que en fait, il y a le pourcentage, je m'en rappelle plus là tout de suite, mais il y a une grosse disparité dans les diagnostics par rapport aux races, d'accord. Je sais pas si je peux dire race, mais comment je peux dire, ouais, parce que c'est racisé. Ouais, la race, ok. Alors les noirs, parce que bien sûr c'est une étude qui a été faite aux États-Unis sur les noirs et les hispaniques sont beaucoup moins diagnostiqués que les blancs. Pourquoi? Parce que justement, on va attribuer les comportements difficiles ou les comportements atypiques à la culture. D'accord. C'est quoi ce bordel? Ouais, tu vois? Et ça, c'est compliqué. Donc, du coup, on a des familles qui sont là. Parce qu'on le sait, en tant que maman, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et tu sais que ça va au-delà de la culture. Par exemple, on dit que les Noirs parlent fort. Non, c'est au-delà de ça. C'est pas du tout ça. Mais tu vas voir des médecins qui vont dire non, parce que vous, chez vous, vous parlez fort. Ou non, parce que vous, chez vous, vous faites ci. Donc, c'est pour ça que votre enfant est comme ça. Donc, avec ça, il n'y a pas de soutien. Avec ça, il n'y a aucune prise en charge. Et puis, avec ça, on te met encore plus de côté. Donc, tu peux pas avoir accès à tout ce que les autres personnes peuvent avoir comme aide, comme soutien, comme aménagement. Et c'est trop dommage. Et on le voit encore, hein, on le voit partout. Cette disparité-là, on la voit malheureusement partout. Donc les combats, il y en a énormément. Parce que là, moi, je me souviens qu'il y a une maman qui me disait qu'elle était dans une association où il y avait plein de mamans qui parlaient pas français. Des mamans d'Afrique de l'Ouest. Okay. Elle me disait franchement, si tu pouvais venir, je sais pas, leur parler, leur dire, je sais pas, quelque chose. Parce que du coup, elle voit quelque chose, elle voit qu'il y a quelque chose, elles vont voir les professionnels qui les regardent, mais vraiment d'une manière, tu vois, une condescendance. De mépris. Une condescendance. Donc, du coup, elle laisse tomber. Donc, il n'y a rien qui est mis en place pour leur enfant. Donc, forcément, l'enfant ne fait pas du tout de progrès. Il régresse. Ouais. Donc, il y a cette réalité. Il y a cette réalité aussi qu'il faut adresser en fait. Et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Moi, on va dire si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que j'ai pu parler, j'ai su quoi dire. Tu vois, j'avais cette niaque, j'avais cette force, mais tout le monde ne l'a pas. Et est-ce qu'on doit avoir cette force? Est-ce qu'on doit savoir parler pour se faire aider? Non, c'est trop dommage. Ouais. Que chacun reste dans son rôle. Il y a des gens qui ont cette animation, comme toi tu peux l'avoir, de te battre pour obtenir certaines choses, pour aller chercher les informations. Mais il y a des choses qui doivent être vulgarisées, que tout le monde doit savoir. Enfin, les campagnes que l'on a sur le VIH, les maladies, enfin les infections sexuellement transmissibles, tu peux avoir des campagnes pour tout. Et on va pas
culpabiliser les personnes qui n'ont peut-être pas cette voie-là, parce que c'est peut-être pas ça ce que vous pouvez faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être vous faire accompagner et d'accompagner votre enfant, et c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, bah non, moi j'ai envie de prendre un plus gros rôle, et c'est ok aussi. C'est un sujet sur lequel je pense qu'on peut parler des heures, parce que il y a tellement à dire. Parce que t'as un parcours qui est hyper intéressant, t'as une approche qui est tellement différente de tout ce qu'on peut voir, parce que c'est un sujet, comme on a dit, qui est très complexe. C'est pas juste un type, c'est plein de types. En plus, là, je sais pas, mais bêtement, quand tu parlais des intersectionnalités, moi, je me disais juste, même juste l'approche de la sexualité. Avoir ses règles. Les garçons qui ont les premières éjaculations nocturnes, comment tu abordes ça avec eux, comment tu leur expliques. Ouais. Parce que déjà, juste quand on parle de nos communautés, notamment le fait que, moi, je pensais que si je faisais un bisou à un garçon quand j'étais jeune, j'allais tomber enceinte. Tu vois, il y a des trucs qu'on nous met dans la tête. Mais maintenant, après, bon, ça, il y a les gens qui te parlent et puis il y a aussi tes parents. Et j'ai quand même dit dans beaucoup d'épisodes que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui nomme les choses et que du coup, tu sais ce que c'est, machin, etc. Parfois, elle essaie de te poser des questions, toi tu trouves ça gênant, mais avec du recul, tu dis, je préfère avoir eu ce genre de conversation gênante plutôt que d'apprendre des choses des gens de l'extérieur. Mais là, on arrive sur un sujet tu vois, moi je pensais à ça, je me disais, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, bah voilà, j'ai un garçon, s'il veut coucher avec une fille, je vais lui expliquer, il met une capote, puis c'est bon, gna. Quand c'est les filles, on est toujours genre, ah bah non, on parle pas des trucs des filles, ça nous regarde pas. Mais quand t'arrives avec un enfant qui est pas neurotypique, qui a des besoins différents, ces étapes, ces micro-étapes c'est même pas des micro-étapes, c'est des grosses étapes qui, même avec un enfant neurotypique, en fait, c'est une grosse étape. Ouais. Avec un enfant neuroatypique, comment tu le gères en fait? Comment t'expliques ce que c'est les règles, que c'est quelque chose qui va revenir tous les mois jusqu'à la ménopause? C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'autre fois j'ai écouté un podcast, ça m'a tellement fait rire. Et en fait, l'animatrice, elle dit souvent qu'elle a un toc avec la propreté. Et donc elle dit, je suis une grande dame, elle a passé la quarantaine, etc. Mais elle dit, jusqu'à aujourd'hui, embrasser quelqu'un, c'est pas quelque chose qui m'amuse, parce que elle pense seulement aux microbes. Bah oui, c'est normal. Ça. Voilà. Et elle se dit, moi, pour vraiment passer le cap de on s'embrasse, etc., et qu'on décide d'être intime, vraiment intime, elle se dit, j'ai tellement de barrières à briser, j'ai besoin que cette personne, elle passe tellement de cadres d'hygiène. Donc je me dis, bon, en fait, dès que t'as le moindre truc atypique, c'est tout ce qu'on fait, en fait, ça devient vraiment c'est trop dur à surmonter, quoi. Mais même tu vois, quand t'as tes chaleurs, on dit les chaleurs comme les animaux, mais tu sais, parfois en tant que dans ton cycle, t'as des moments où tu te dis, mais c'est presque en fait c'est bestial, quoi. T'es là, tu te dis, là j'ai faim, j'ai envie d'embrasser tout le monde, je vais faire des câlins à tout le monde. Si t'es avec quelqu'un, tu te dis, mais là je vais faire je sais pas quoi, enfin tu vois, ça te donne des pulsions parfois à des moments, et les hormones aussi, ça rythme ta vie, etc. Et donc, moi, je sais pas pourquoi, mais quand tu parlais de toutes ces intersectionnalités-là, moi, je voyais juste, mais en tant que femme, imagine, t'as des sensibilités, genre, parce que les serviettes hygiéniques, par exemple, c'est un scratch que t'enlèves, que tu colles sur ta culotte, que tu dois enlever. J'ai me dire, oh, mes serviettes, elles sont confortables, etc. Non. Non, genre, juste mettre la serviette hygiénique, la sensation rabat qui colle sur la culotte que tu dois enlever, et on sait tous ce que c'est d'enlever une serviette hygiénique qui parfois s'enlève pas bien. En fait, t'as tous ces trucs là. Est-ce que tu mets un tampon, est-ce que tu mets une serviette, est-ce que tu mets une culotte de règle, est-ce que tu mets une cup, est-ce que t'auras la sensibilité ou pas de rincer cette culotte de règle? C'est tout ça là, tu sais, en fait, non, mais ouais, ben écoute, c'est marrant, parce que non, mais ce qui me fait rire, c'est que tu soulèves plein de sujets trop intéressants. Dis-toi que j'ai travaillé dessus. Justement, j'ai travaillé sur ce sujet-là. Donc, j'ai créé un atelier pour accompagner justement les parents dans cette étape-là, dans cette transformation, parce que c'est vraiment une transformation. Et alors, nos enfants neuroatypiques, effectivement, vu qu'ils sont sensoriels, ils ressentent absolument tout. Donc, encore une fois, c'est le travail que j'ai fait avec ma fille aussi. J'ai tout décomposé. Donc, j'ai même un livre. J'ai créé des supports visuels et même un livre où on voit
tout. Parce que c'est pas genre, oui, tu auras du sang. Non, on montre une photo avec, tu vois, avec le sang, avec la serviette, avec, ouais, tout. Et tu vois, ça, c'est un travail qui est difficile, hein. Et du coup, en tant qu'adulte, ça me fait peur, donc. Ouais. Non, en fait, c'est très brut, hein. C'est vraiment très brut. Et tu vois, le jour où j'ai fait l'atelier, j'ai dit aux parents, bon, écoutez, vous allez voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord? Je vais vous montrer des parties intimes. Après, c'était là. Mais en fait, on est obligé. Ouais, elle a dit, aujourd'hui, là, tout le monde va être gêné. Ouais. Mais on est là pour apprendre. Donc, apprenons gêner tous ensemble. Il y avait beaucoup de gens de notre communauté, donc ouais, elles étaient gênées. Ouais. Mais on a dû parler de vraies choses concrètes. Dont ça. Et voilà. Et encore une fois, les retours que j'ai eus, oh non, mais moi, j'ai jamais vu ça comme ça. On n'a jamais parlé de ça. Même moi, mes parents n'ont jamais parlé des règles comme ça. Mais nous, on est obligé d'aborder le sujet dans le détail. On est obligé, c'est-à-dire que je montrais vraiment des parties intimes avec les règles des filles. Après, les garçons aussi avec, voilà, ce qui peut arriver la nuit. Tu vois? Mais je le comprends, en fait, maintenant, une fois que tu nous as expliqué tout ce dont on a parlé avant. Ouais. Parce que si tu as le malheur de ne pas avoir abordé un aspect et que cet aspect-là arrive, les gens, ils vont venir toquer à ta porte, les enfants, là, et ils vont dire, Madame, vous nous aviez dit qu'il y avait A, B, C, des trucs. Moi, j'avais jamais vu le E, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un problème. Ouais. Waouh. Ah non, mais c'est voilà, c'est comme j'ai dit, hein, il faut qu'on apprenne à absolument tout découper. Tout. Donc, on voit tout. En fait, le parent devient un expert en tout. Ouais. Orthophoniste, pédopsychiatre, infirmier, avocat, on fait tout, du coup. C'est ça qui est incroyable. Wow. Ouais. Merci de nous avoir fait très peur sur les règles, du coup, parce que vraiment, merci. Comme tu as dit, on peut en parler encore pendant très longtemps et on va pas... En tout cas, on espère que cet épisode vous aura donné envie de vous informer un petit peu plus. N'hésitez pas à aller suivre la page de Diarra Autisme Solutions sur Instagram. On vous laissera tout partout pour que vous puissiez aller la suivre parce que c'est vraiment incroyable. Il y a des gens dans ce monde qui sont spéciaux. Tu es un envoyé de Dieu sur cette terre parce que vraiment, il n'y a pas d'autre explication pour être autant investi En fait, il y a les uns, il y a les autres. Et tu fais partie des autres, littéralement. Et je dis pas ça pour te flatter parce que vraiment, tu aides toujours les autres. Et on fait tout pour être du côté des autres parce que être les uns, c'est bien, mais être les autres, c'est ceux qui font bouger les choses. C'est ceux qui changent les choses et la façon dont on voit les choses. Donc, merci beaucoup. On a un petit rituel dans cette émission. Avant de se quitter, on se dit toujours qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Et on va faire le tour, mais on va commencer par toi puisque tu es notre invitée. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Franchement, sincèrement, on va rester sur le sujet. Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est de changer la vie des personnes qui vivent avec l'autisme. Voilà. Maintenant, je sais pas comment on passe après. Tu vois, ça va avoir l'air très petit. Genre, j'ai mangé une glace. Du coup, Ndaya, vas-y, parce que moi... écoutez, ma fille, elle a eu 10 ans. Solange vient d'avoir 10 ans. Et ce qui m'a rendue trop heureuse, c'est que, en fait, le soir, quand elle est partie se coucher, on a écrit, toute la famille a écrit des cartes. On a fait une carte pour les frères et sœurs et une carte des parents, en fait. Et on a tous écrit des grosses déclarations d'amour, etc. Et on lui a glissé 50 pounds. Ouf. Et donc, le matin, on la réveille et on lui lit, elle lit les lettres, etc. Et puis, elle ouvre l'enveloppe et il y a les billets qui tombent et elle fait « Oh !» Et puis, elle lit la lettre. Et en fait, ça m'a tellement rendue heureuse parce que je me suis dit, sur mes 3 enfants, au moins, j'en ai une qui est pas obsédée par l'argent. Et c'est très rassurant parce qu'elle a vraiment fait « Ah !» Et après, c'est son frère et sa sœur qui ont dit « Mais attends, t'as eu combien? Mais oh, t'as eu tout ça, etc. » Mais sur le coup, elle voulait vraiment lire les mots qu'on lui avait écrits. Elle a bien pris son temps et tout. Et c'était trop mignon parce que à chaque fois, elle me rappelle que elle demande pas grand-chose. C'est vraiment genre un enfant, tu peux pas ne pas l'aimer. C'est trop simple de l'aimer. Elle est tout le temps... je sais même pas comment l'expliquer. Elle est tellement gentille. C'est juste extrêmement gentil. Et je lui dis tout le temps, mais t'as un exemple de gentillesse. J'essaie d'atteindre ce niveau-là parce que elle est patiente. Enfin, elle a des qualités. C'est pas des qualités d'enfant, en fait.
Elle est patiente, elle est trop d'empathie, trop gentille. Les gens l'appellent. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Dis-moi, tu choisis ce que tu veux. Elle dit, ah, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc vraiment, elle est comblée. Et c'était vraiment agréable de voir ça parce que je sais qu'avec Néné, on en parlait. Je disais à Néné, je vais me réveiller le jour de ses 10 ans. Je vais me jeter par terre. Je vais pleurer. Je vais me rouler en boule. Et puis au final, on s'appelle avec Néné. Elle me dit, alors t'as pleuré et tout, comment tu te sens? Je dis, franchement, Néné, ça va. Elle m'a tellement fait vivre la transition calmement. Je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à ça. Tellement, ça s'est passé fluide. Donc vraiment, c'est ce qui m'a rendue très heureuse cette semaine. Voilà. À ton tour, Néné. Alors, sur le thème des enfants, mais à la fois drôle et en même temps attachant, c'est la première fois que ma fille m'a dit que j'étais une maman méchante. Oh. Et elle m'a dit ça très sérieusement après, parce qu'elle est sur une phase où elle teste beaucoup les limites, et donc comme on essaye de mettre un cadre, et qu'il y a des règles, et que machin, un jour je l'appelle et tu vois, on parle, tu vois, viens ma chérie, on va discuter, et puis tu sais, t'es une maman méchante. Ah oui, pourquoi je suis une maman méchante? Mais tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai. Non, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais je lui ai demandé, mais du coup, dis-moi pourquoi je suis une maman méchante? Parce que là, on est toutes les deux, on parle. Donc, dis-moi pourquoi. Non, t'as pas bien compris. J'ai pas dit que t'étais une maman méchante, mais c'est juste que, en ce moment, tu vois, c'est pas comme d'habitude. Et en fait, ça me fait rire parce que je me dis, elle est très sérieuse. Et tu vois, elle dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de machins. Donc, elle note un peu les différences que je peux avoir dans le comportement. Mais en même temps, elle se dit, oula, si je dis qu'elle est méchante, c'est quand même ma mère. Je suis pas sûre que c'est un truc que tu peux dire à ta mère. Donc quand tu lui reposes la question, que tu lui dis, maman, elle est méchante. Non, en fait, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand même, et en même temps, ça me rassure parce que on en a beaucoup parlé avec Ndaya parce que première enfant, t'as toujours l'impression que tu fais tout de travers et surtout moi, hein, j'ai l'impression que je l'élève à l'envers. Et elle me dit, mais c'est bien parce que t'es un symbole de, je sais plus comment t'as dit ça, Ndaya, mais que grosso modo, c'est bien qu'elle ait peur. Elle a peur de décevoir. De me décevoir. Toutes elles ont gardé peur parce qu'elle me décevra jamais. Enfin, je pense que je suis ce genre de mère. Je suis vraiment loin. Mais tu vois, de savoir que elle a peur de me décevoir. Enfin, elle a peut-être peur de me décevoir, mais en même temps, elle n'hésite pas à se confier sur ce qu'elle sent en ce moment, tu vois. Je suis pas contente parce que si tu es méchante en ce moment, alors le tu es méchante, vraiment, il est resté un peu là parce que je dis, je fais. Ça va passer, t'inquiète. Et après, elle a diminué son tu es méchante, elle a mis du contexte. Mais tu vois qu'elle ait pu l'exprimer, je me dis, ok, au moins ce qui est sûr, c'est jusqu'à présent, je l'élève dans un environnement où elle se sent, où elle peut s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer. Elle a 5 ans, mais elle te dit, quand j'étais bébé, j'étais vraiment contente. Là, à 5 ans, je suis pas tous les jours contente. Tu dis, ah oui, d'accord, ta vie est très dure. Elle te dit que elle veut plus aller à l'école parce que ça la fatigue trop. Elle dit, tu sais, maman, toi, tu vas travailler tous les jours. Je sais pas comment tu fais parce que c'est trop dur. Tu souffres tous les jours. Je dis, mais je sais, ma chérie. Elle dit, mais moi, déjà, à l'école. Elle dit, et tu t'imagines, je dois aller jusqu'à la fac. Je dis, ah bah. Jusqu'à la fac, c'est pas fini, ma chérie. Oh là là. Non, mais parce que tu lui expliques un peu les étapes dans la vie, mais parce que elle, là, son rêve ultime, et là, je me dis, my girl, elle veut devenir riche. Mais elle veut pas devenir riche pour flamber. Elle a dit, moi, quand je serai grande, je serai riche, comme ça, je vais embaucher des gens, ils vont faire des petits boulots et je les payerai, comme ça va leur donner un peu d'argent. Donc, elle, la redistribution de la richesse. J'aime bien, donc, je me dis, il y a quelque chose à travailler. Mais, c'est cool. Cette semaine, je suis une maman méchante parce qu'on a resserré un petit peu les vis, mais en même temps, je suis pas méchante au point où elle peut pas me parler et je me dis, tout va bien. Donc ça me rend heureuse en ce moment, c'est qu'elle me dit, petite réalisation de, on est dans le bon. Voilà. Merci beaucoup, Diaraï, d'avoir fait cet épisode avec nous. Merci à vous. J'ai failli lâcher une larme, charisme. Ouais. À plusieurs moments. On enlever la vidéo. Charisme. Les larmes, elles arrivent. De toute façon, vous avez rien vu. La vidéo, elle est floue. Vous avez rien vu. Voilà. Mais c'est normal, c'est normal. C'est un sujet qui touche quand même, hein. C'est vrai. Faut être honnête. C'est vrai. Merci infiniment pour ton temps. Franchement, c'était très intéressant d'entendre tout ton parcours. Merci. Et là, on comprend mieux
toute l'ampleur de Otis Solutions et franchement, j'ai tellement hâte que ça devienne quelque chose de plus grand. Je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, si vous pensez que vous avez besoin de ce type d'accompagnement, si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ce type d'accompagnement, on va mettre tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à contacter Diarra. Elle est sur Instagram, elle a son site internet, tout est là. Voilà. En fait, vous ne pouvez que la trouver. Si vous la trouvez pas, c'est de votre faute. C'est ça. Vous avez tout dit. Exactement. Eh bien, merci et on se donne rendez-vous pour les personnes qui ont payé dans la deuxième partie où il y aura juste Ndaya et moi. I know, bummer. On sera à nouveau que le duo pour vous parler d'un sujet comme on fait à chaque fois dans les épisodes bonus. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Allez, bye bye.